reçu par la première dame en compagnie des artistes qui ont animé avec lui la soirée de gala pour le soutien de Fistuleuses. La zone militaire numéro 7 a un nouveau commandant. Il s'agit du général Mohamed Suleiman Ali qui vient de prendre le bâton de commandement de cette zone militaire à Faya-Large. La campagne de vaccination contre la poliomyélite vient d'être lancée dans la région du Lac. C'est le secrétaire d'État à la santé publique qui a effectué le déplacement de Bôle pour la circonstance. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au départ de cette édition, sachez que nous avons comme invité du journal le ministre de la Culture, Kayar Omar Defala. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre, avec vous, il sera bien évidemment question donc du patrimoine national, de Lac Mianga qui a été donc inscrit sur la liste du patrimoine national mondial, donc je dirais. Et nous allons vous retrouver en plein milieu de cette édition, le temps pour nous de passer quelques éléments du journal. Il n'y a pas de problème. La première dame, Hinda Déby Itnou, a accordé une audience à l'artiste musicien congolais Papa Wemba et les artistes locaux qui ont animé hier la soirée de gala pour venir en aide aux fistuleuses. Ces artistes sont préoccupés par la situation des femmes tchadiennes qui souffrent de la fistule. Le compte rendu de cette audience avec Ibrahim Adam Mahamat. Après avoir animé samedi la soirée des galas en faveur de malades de fistule, les artistes tchadiens et les chanteurs-compositeurs congolais Jules Chungu, Wemba Dio, Pene, Kikumba, dit Papa Wemba, ainsi que les organisateurs du dit événement ont été reçus par la première dame Hinda Déby Itnou. La marraine de la Karma et des victimes de fistule a tenu à les rencontrer afin de les remercier et les encourager pour leur engagement à ses côtés. Pour l'artiste congolais Papa Wemba, le combat de la première dame mérite d'être soutenu. Il s'engage désormais sur cette voie. Nous avons eu la chance de rencontrer la Péradiam qui a aussi de sa présence physiquement hier à la soirée de gala. Elle est venue juste pour qu'ensemble nous menons un combat. Le combat, c'est d'aider un peu nos enfants, nos filles, nos sœurs, nos mamans à ce fléau là qu'on appelle le fistule. Pour l'artiste tchadien Sitson Algewi, il est temps que tous les Tchadiens se mobilisent contre le mariage précoce qui est la première cause de la maladie. Il est temps aussi pour tous les Tchadiens de penser à arrêter, de dire non au mariage précoce, que nous devons laisser nos sœurs grandir, avoir l'âge de devenir mères avant de les donner en mariage. L'opération Coup de cœur lancée samedi soir à Kempeski par Nubian Consulting est à saluer. Cette action doit être suivie par d'autres bonnes volontés pour appuyer les efforts inlassables de la première dame dans la lutte contre la fistule. Comme vous le savez, les artistes nationaux et internationaux, sous la houlette de Papa Wemba, ont animé une soirée de gala hier à l'hôtel Kempeski. Cette soirée de gala a permis à Nubian Consulting de mobiliser des fonds pour appuyer les actions de la première dame, Hinda Déby Itnou, en faveur des femmes qui souffrent de la fistule. Le film de la soirée avec Innocent Kilayo. Initiative de Nubian Consulting, la soirée des galas de charité a pour objectif de collecter des fonds. Ce fonds permettra d'appuyer les actions de la première dame Hinda Déby Itnou en faveur des femmes victimes de fistules. 1,5 million. Le droit de l'homme propose 1,5 million. Non à la fistule. Autour de cette action de charité, une dizaine d'artistes internationaux et nationaux se sont mobilisés. La première dame Hinda Déby Itnou, très préoccupée par cette maladie qui touche un nombre important de femmes tchadiennes, a fait personnellement le déplacement de Kempeski pour soutenir les artistes. Une grande mobilisation à laquelle Papa Wemba a répondu présent.
Pour les femmes victimes de fistules, l'émotion est profonde. J'ai pris ma première grossesse à l'âge de 14 ans. Pour le jour de l'accouchement, j'ai mis 4 jours de travail sans accoucher. Après, on m'a transportée à l'hôpital. On m'a fait la césarienne. J'ai mis 4 ans de souffrance. On m'a opéré plus de 5 fois pour la fistule et 2 fois pour la césarienne. Maintenant, je vis avec 7 opérations dans ma vie. Au cours de cette soirée de gala de charité, le docteur Mahamat Koyalta est monté au créneau pour dire qu'on peut éradiquer cette maladie car les causes sont connues. Elles sont entre autres le mariage précoce, l'injustice sociale et la pauvreté. Cette soirée riche en couleurs a été placée sous le haut patronage de la première dame Hinda Déby Itno. Je vous propose de suivre un extrait de l'intervention de la première dame au cours de cette soirée. Suivez. Votre présence à cette soirée de gala me va droit au cœur. Quand on sait mon engagement dans la lutte contre les fistules, c'est un geste volontaire et humanitaire envers votre prochain. En effet, cette soirée de gala a pour objectif de rendre la fistule rare dans notre pays, pour traiter les femmes qui en sont atteintes et pour l'espoir à celles auxquelles cette affection ne permet plus de rêver et d'attirer l'attention des décideurs politiques, des opérateurs économiques, afin de réduire la pauvre attachée à la fistule et pour aider les femmes qui ont bénéficié d'un traitement à reprendre une vie pleine. Mesdames et messieurs, avez-vous entendu parler de la fistule obstétricale? Moi, je n'avais jamais entendu parler avant 2004. Mes propos ce soir visent à vous entretenir des conséquences de la fistule obstétricale sur les femmes. La fistule obstétricale est un problème relativement occulté, en grande partie parce qu'il touche les personnes les plus marginalisées de la société. Les femmes, jeunes, pauvres, illettrées. Beaucoup d'entre elles n'ont pas recours aux services de traitement, soit parce qu'elles ne savent pas que la fistule peut être guérie, soit parce qu'elles ne peuvent pas honorer le coût de l'opération. Les femmes qui vivent dans les zones rurales, avec un accès limité aux soins médicaux, sont régulièrement en danger. La pauvreté, les mariages et les grossesses précoces, ainsi que la discrimination basée sur le genre, sont les causes multiples à la base de la fistule obstétricale. En effet, les effets sont souvent dévastateurs. Les bébés meurent dans la plupart des cas et la femme souffre d'une incontinence chronique. Elle est incapable de contrôler l'écoulement de l'urine et l'excrétion des matières fécales. Mesdames et messieurs, la fistule constitue réellement une tragédie à de nombreux égards. En plus de leurs lésions physiques, ces femmes en viennent souvent à connaître de graves problèmes sociaux, dont le divorce. À ces propos, j'ouvre une parenthèse pour faire remarquer aux hommes leur manque d'affection, de solidarité et d'amour à l'égard de leurs épouses. N'est-ce pas que nous sommes unis pour le meilleur et pour le pire? Alors, pourquoi abandonnez-vous vos épouses quand elles sont malades? Vous êtes aujourd'hui interpellés. Ces femmes sont souvent tenues à l'écart de toutes sortes d'activités, même religieuses. Le fait d'être séparées de leur famille et l'aggravation de la pauvreté sont des souffrances pratiquement intolérables, ce qui fait que de nombreuses femmes se trouvent rejetées par leur communauté, par leur milieu social. Il en résulte un cercle vicieux qui peut mener à davantage de stigmatisation pour ces femmes. Chers frères et sœurs, je vous demande de ne pas stigmatiser les femmes fistuleuses. Elles ont besoin de votre soutien, de votre charité. Donnons-leur la main, à l'instar de cette soirée de gala qui leur est dédiée. Alors aidons-les à avoir l'espoir de vivre. Autre chose à présent, les lacs Ounyanga sont inscrits sur la liste de patrimoine mondial le 1er juillet dernier. Quel sens peut-on donner à cet événement? La réponse à cette question dans ce commentaire signé Grangacham Irima. La 36e session du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO s'achève sur une note de satisfaction
pour les 195 États. À la rencontre de Saint-Pétersbourg, rien n'est jamais gagné d'avance. Disons mieux que la loterie est absente pour les pronostiqueurs. Chaque pays membre et candidat à la prestigieuse liste universelle du patrimoine mondial de l'UNESCO doit se conformer aux règles définies par l'Union internationale pour la conservation de la nature, structure chargée de recevoir et de valider ou rejeter le dossier des candidatures. Pour ce faire, l'équipe d'experts de cette institution indépendante de l'UNESCO se rend dans les pays candidats à l'inscription de leur site. Le pays hôte est aussi amené à répondre aux erreurs factuelles dont les résultats permettent de jauger de la pertinence et de la crédibilité du site. S'agissant du Tchad, l'implication de plusieurs autorités était de mise. Le président de la République, Idriss Déby Itno, l'ancien président allemand épris des questions de protection et de la conservation du patrimoine, Johannes Rau, ont sans doute joué un rôle majeur dans l'inscription du premier site tchadien. Diplomatie certes, mais cela ne suffit pas. Si l'appui scientifique de l'équipe d'experts composée d'Allemands et Tchadiens n'a rusé d'ardeur en fournissant à l'Union internationale pour la conservation de la nature toutes les réponses aux erreurs factuelles notifiées par cette institution. Une équipe dirigée par Dr Baba Malai, président du comité de la mise en œuvre de la Convention de l'UNESCO au Tchad. Ce sont tous ces atouts qui ont prévalu en faveur du dossier d'inscription du site des lacs Unyanga à Saint-Pétersbourg. Si d'autres dossiers ont connu des débats houleux, certains dossiers rejetés pour faute de précision ou différés, le dossier relatif au lac d'Unyanga a rencontré l'agrément des 21 États membres permanents de l'UNESCO. La délégation tchadienne conduite par le ministre de la Culture, Kayar Oumar Defala, et son Excellence Mohamed Saleh Adoum Djero, ambassadeur du Tchad à l'UNESCO, rentre ainsi avec la poule aux eaux d'or. Quelles sont les spécificités des lacs Unyanga qui ont mérité l'inscription sur la liste de patrimoine mondial de l'UNESCO? Le président du comité de la mise en œuvre de la Convention de l'UNESCO au Tchad, Baba Malai, répond à cette question. Il est au micro de Grand Gatia Mirim. Un dossier hautement technique et scientifique avec toutes les données. D'abord, la spécificité ou bien les spécificités des lacs d'Unyanga sont entre autres leur histoire paléoclimatologique. Là, nous avons prélevé des carottes sédimentaires de 16 mètres de hauteur dans un lac appelé lac Yuan, le plus grand lac, qui lui-même a 27 mètres de profondeur. Ces carottes sédimentaires ont été analysées, il y a beaucoup d'analyses qui ont été faites, des analyses granulométriques, biogéochimiques, isotopiques et minéralogiques. Et ces analyses nous ont fourni des informations paléoclimatologiques les plus détaillées et les plus complètes connues à nos jours. Avec ces informations, nous pouvons reconstituer le paléo-environnement, donc le paléoclimat, et aussi et surtout faire des modélisations mathématiques et à l'avenir comprendre comment est-ce que le climat peut changer tant au niveau zonal qu'au niveau international. L'autre particularité des lacs d'Unyanga, c'est son système hydrologique unique. Et ensuite, il faut aussi reconnaître que cette région a une structure géologique aussi toute particulière. Voilà la spécificité, disons, des lacs Unyanga, la différence des lacs d'Unyanga avec les autres pour que les lacs d'Unyanga deviennent patrimoine de l'humanité tout entière. Pour ceux qui viennent donc de prendre le journal en cours, je rappelle que nous avons comme invité ce soir le ministre de la Culture, Kayar Oumar Defala. Monsieur le ministre, le technicien a parlé sur les spécificités. Vous, en tant que politique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport donc, au débat? Qu'est-ce qui a vraiment retenu l'attention des participants à cette conférence en ce qui concerne les spécificités des lacs Unyanga? Moi, je pense que pour le lac Unyanga, je ne peux qu'adhérer aux paroles scientifiques du président du comité scientifique qui a fait la recherche et qui a coordonné la recherche permettant d'inscrire le lac Unyanga sur la liste du patrimoine mondial. Mais ce que je dois dire qu'en termes d'esthétique, la valeur de nos lacs Unyanga en République du Tchad, c'est une valeur unique, universelle et je dirais même, comme le disent les documents, exceptionnelle. Je pense qu'il n'y a pas
de par le monde, en dehors de la mer Morte, entre la Jordanie et Israël, il n'y a pas un système écologique comme celui que nous avons au lac Onyanga. C'est un système lacustre en milieu sahárien, mais en même temps, il exprime une certaine unicité qui n'existe nulle part de par le monde. Et je pense que c'est ça qui a cette beauté caractéristique de ce qu'on appelle le bien là, qui a fait balancer le projet. Oui, monsieur le ministre, ça fait pratiquement 13 ans que le Tchad a initié le processus d'inscription des lacs Onyanga sur la liste de patrimoine mondial. Est-ce que vous pouvez nous retracer de manière succincte les grandes étapes de ce processus? D'abord, il faut rendre à César ce qui est à César. Je pense que dès 1999, le chef de l'État nous a orientés et il a instruit les scientifiques de travailler dans le sens de d'arriver à inscrire les lacs Onyanga sur la liste du patrimoine mondial. Depuis cette date, Monsieur le Président de la République a suivi le dossier. Il a une connaissance assez extraordinaire de l'espace et en même temps, il nous a soutenus matériellement, politiquement, de manière également logistique. Par exemple, une fois on était coincés, les experts devraient venir pour une semaine pour aller à Onyanga, faire leur évaluation et repartir. Il nous a offert son avion qui les a déposés à Faya et des Faya, on les a pris par les 4x4. Ils ont fait le travail qui confirme la qualité du travail des scientifiques tchadiens. Mais également, nous avons de l'autre côté des scientifiques allemands qui travaillent sur le dossier. Et nous sommes inscrits sur la liste d'abord indicative et on a participé à différentes rencontres des ministres de la Culture à travers le comité du patrimoine. Et en quelque sorte, nous étions en position d'observation et d'apprentissage. Il y a 2 ans, nous avons déposé officiellement notre candidature sur cette liste-là. Nous nous sommes dit que la coordination scientifique, les réponses scientifiques, c'est le CNAR. Lorsque le patrimoine est déclaré patrimoine national, qu'il soit matériel, immatériel ou naturel, la gestion, c'est le ministère, disons le département de la culture qui va suivre le dossier, prendre les textes déclarant le patrimoine, les lacs Onyanga d'abord patrimoine national, définir les périmètres, la superficie de ce lac, composer le comité national, le comité de gestion local et parallèlement les scientifiques sont en train de travailler, de donner les réponses scientifiques aux questions des scientifiques de l'Union internationale de la conservation de la nature. Et c'est un travail question-réponse, jusqu'à nous nous sommes dit maintenant, on y va. Et alors, si on doit partir, on doit développer également une stratégie. Nous avons l'ambassade de la République du Tchad représentant la représentation du Tchad à l'UNESCO, dirigée par son Excellence Mohamed Saleh Adam Djerou. Lui, il a fait le travail
diplomatique de contact avec les 21 membres du comité du patrimoine qui votent sur le dossier. Il les a reçus un à un. Nous avons, au niveau de l'Afrique, de l'Union africaine, j'ai eu la chance de faire une émission à Pékin, où il y a la conférence des ministres de la culture africaine. Je les ai contactés, les 54 ministres de la culture africaine, je les ai contactés individuellement. Et nous étions 2 pays qui ont déposé leur candidature. Nous sommes 3, il y a la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Tchad. Nous nous sommes entendus que les Africains doivent se mettre du côté du Tchad. Quand on est arrivé à Saint-Pétersbourg, maintenant les ministres de la culture d'Allemagne, de France, de tous les pays du Brésil, tous de l'Inde, de la Chine, tous les pays qui comptent et qui sont membres du comité, nous les avons contactés individuellement pour les sensibiliser sur notre dossier, sur la valeur scientifique de notre dossier, sur la valeur unique du site, sur notre crédibilité, parce qu'entre-temps, toutes les dettes, les cotisations que je les ai payées... Nous avons déjà compris. Voilà. Le dossier a été très bien ficelé, voilà. très bien préparé. Ça a valu donc l'inscription des lacs Wunyanga sur le site, sur donc la liste du patrimoine mondial. Aujourd'hui, c'est chose faite. Mais comment vous comptez maintenant valoriser ce site-là en termes d'infrastructures? Vous savez, les structures gouvernementales, c'est la complémentarité. Le travail se fait de manière verticale et horizontale. Les scientifiques vont continuer la recherche parce que les lacs Onyanga n'ont pas livré tous leurs secrets. Nous resterons ouverts aux scientifiques du monde qui viendront faire des recherches dans ce domaine-là. De deux, il y a le ministère du Tourisme qui est chargé de la promotion du tourisme. C'est à lui maintenant, étant donné que nous connaissons les limites et la superficie de ce site, c'est à lui de prendre toutes les dispositions pour que nous ne recevons pas un public de visiteurs en nombre pour détruire la qualité première du site. Et nous devons également fixer la limite de ces sites-là pour que les gens, lorsqu'ils viennent pour visiter le site, ils doivent payer. C'est comme oui, justement, dans ce sens-là, Monsieur le ministre, quelles sont, d'une manière claire, les retombées socio-économiques de ces lacs-là qui viennent d'être inscrits sur la liste du patrimoine mondial? Quelles sont donc les retombées? Donc, les retombées, nous avons un comité. Et également pour la population riveraine. D'abord, pour la République du Tchad, lorsqu'un pays se permet d'inscrire un de ses patrimoines nationaux sur la liste prestigieuse du patrimoine mondial, c'est que ce pays-là, il est en paix. C'est un pays qui pense développement. C'est un pays qui pense montrer au monde, disons, ses capacités dans tous les termes. Alors, nous aurons un comité national local, disons un comité local de gestion qui va gérer le... Vous l'avez déjà souligné, mais concrètement... Concrètement, bon... Qu'est-ce que le Tchad peut tirer comme avantage? D'abord, l'avantage, c'est la connaissance. Tout le monde va connaître le Tchad. Les scientifiques, en particulier les géographes, les hydrologues, etc., vont connaître le Tchad. Le monde de la communauté culturelle et scientifique va connaître le Tchad. Le Tchad ne sera plus comme vous arrivez dans une conférence, les gens vous dites que je suis du Tchad, vous demandez le Tchad c'est où? Maintenant, le Tchad, grâce au lac Onyanga, va être connu par
l'humanité entière. Et la curiosité naturelle, c'est que les gens vont venir vouloir visiter ce lac-là. Et là, il faut être prêt parce que le développement du tourisme crée un certain nombre de métiers. Les métiers de transport, les métiers d'hôtellerie, les métiers de guide, les métiers de, comment on appelle, des associations qui organisent les visites. De tout cela, les guides touristiques dans les différentes langues, parce que les gens qui vont venir, c'est l'humanité entière, c'est des Chinois, c'est des Japonais, c'est des Allemands, c'est des Américains qui vont venir. Donc, quelque part, nous espérons que ça va développer le tourisme. Ça, c'est un. De deux, il y a le ministère de l'eau. Ils vont veiller à ce que les gens qui vont venir ne vont pas souiller la qualité première de cette nature. Nous avons le ministère de l'Environnement qui va également veiller à ce que la qualité écologique de cet espace, de ces sites inscrits sur le patrimoine mondial ne soit pas également détruite. Donc, c'est l'ensemble de structures du gouvernement, chacun assumera la part de responsabilité et de compétences qui va lui être allouée. Une dernière question, Monsieur le ministre. Quels sont les sites que vous envisagez également inscrits sur la liste de patrimoine mondial? Nous sommes actuellement sur le lac Tchad, le Delta Arché. Je pense que nous allons voir également la possibilité d'inscrire le site où on a découvert Toumaï. Également, il y a Zakouma. Mais cette liste n'est pas exhaustive. Parce que, vous savez, lorsque vous inscrivez un patrimoine sur la liste mondiale, quelque part, vous le gardez, vous ne le touchez pas. Sinon, vous risquez de sortir de la liste. Vous avez des pays qui ont déclaré 25% de leur territoire patrimoine mondial. Est-ce que nous allons vers cette voie ou non? C'est une réflexion que nous sommes en train de mener. Mais déjà, nous avons une liste. Il y a le lac Tchad, le Delta Arché, il y a Zakouma et probablement également le site où on a découvert Toumaï. Ça, c'est, disons, c'est ce qui est dans la pipeline de la réflexion. Et je dois vous dire que lorsqu'on veut inscrire un bien sur cette liste-là, c'est un travail de longue haleine. Ça ne se fait pas à court terme, mais ça se fait sur 5, 10, 15, 20 ans. Je vous donne... Pour la Koumianga, ça a pris 13 ans. 13 ans. Je vous donne la baie de Rio de Janeiro et la ville de Rio de Janeiro. Pour qu'elles soient inscrites, les scientifiques brésiliens ont mis 20 ans. Donc, je crois que ça va être un travail de longue haleine, un travail minutieux et un travail sérieux et qui doit passer comme une lettre à la poste. Merci, Monsieur le ministre. Restez avec nous pour suivre ce reportage. La campagne de vaccination contre la poliomyélite a été officiellement lancée à Boul, chef-lieu de la région du lac hier. C'est le secrétaire d'État à la santé publique, Youssouf Ahmad Moussa, qui a donné le coup d'envoi de cette campagne. Les détails avec Adnouba Théophile. C'est face à un public en majorité des femmes et des enfants que le secrétaire d'État à la santé publique, Youssouf Ahmad Moussa, a administré les 2 gouttes de vaccin anti-polio à un bébé de moins de 6 mois. Cet acte qui sauve les enfants contre cette maladie qui les rend infirmes à vie a été également posé par le représentant de l'OMS et de l'UNICEF, puis les autorités civiles et militaires de la région du lac. Pour le secrétaire général de la dite région, Ouadar Bellomo Moudalbaï, cette mobilisation du ministère de la Santé publique et ses partenaires témoigne de l'intérêt que les plus hautes autorités accordent aux problèmes de santé de leurs concitoyens, particulièrement les enfants. Un avis partagé par le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF,
Marcel Ouattara, qui invite tous les partenaires engagés dans cette lutte à redoubler d'efforts pour l'éradication totale de cette terrible maladie. Dr Saïdou Paté Bari, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS au Tchad, relève que le gouvernement a déployé des moyens colossaux pendant ces 3 dernières années pour faire face à la poliomyélite virus sauvage. Certes, la situation a évolué positivement. De 132 cas l'an dernier, on a enregistré cette année 4 cas. Selon Dr Saïdou Paté Bari, cette persistance de la poliomyélite est due au manque d'engagement de certains leaders et aussi des populations. Le secrétaire d'État à la santé publique Youssouf Ahmad Moussa demande à ses compatriotes de changer leur manière de travailler s'ils veulent réellement pallier la faible couverture vaccinale constatée dans la région du lac. L'éradication est plus que jamais à notre portée. Ces journées locales de vaccination doivent être conduites avec professionnalisme et une très grande qualité, afin qu'aucun enfant ne soit raté. Nous devons changer notre manière de travailler à tous les niveaux. Après le centre de santé urbain de Bol, le secrétaire d'État à la santé publique et la délégation qui l'accompagne se sont rendus dans certains ménages pour administrer des vaccins aux enfants. Une cérémonie de passation de commandement à la tête de la zone militaire numéro 7 s'est déroulée à Faya-Largeau. Le général Mahama Suleiman Ali a pris les rênes de commandement de la dite zone militaire. Un reportage de Adef Ahmad Benrama. La zone de défense et de sécurité numéro 7, Faya-Largeau, a un nouveau commandant. Il s'agit du général Mahama Suleiman Ali. C'est le général Ndoubayo Mark qui lui passe les flambeaux après 4 mois de loyaux services à la tête de la zone militaire. En passant le bâton de commandement, ce dernier a rendu un hommage mérité aux officiers, sous-officiers, soldats et hommes de rang, ainsi que l'administration civile qui l'ont soutenu durant sa mission. Et pour permettre à son successeur de mener à bon port sa nouvelle responsabilité, il exhorte ses anciens collaborateurs à maintenir le même élan. Officiant cette cérémonie de prise de commandement, le chef d'état-major adjoint de l'armée de terre a donné quelques directives aux forces de défense et de sécurité de la zone numéro 7. Vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le général de brigade Mahama Suleiman Ali, ici présent. Vous lui obéirez à tout ce qui vous commandera pour le bien du service, l'exécution du règlement militaire ainsi que l'observation des lois. Aussitôt installé, le com-zone numéro 7, le général Mahama Suleiman Ali a donné des commandements. Point final à cette édition. Passez une agréable soirée. Je vous retrouve à la prochaine occasion. Au revoir.